Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit avec vous, mes sœurs et mes frères dans l'humanité. Petite audio effectuée en direction de tous les détracteurs que je vois de ci et de là sur des sites allemands, euh, profitant de la date anniversaire de l'effondrement du mur, pour continuer à discréditer la République démocratique allemande et bien entendu d'omettre complètement leurs coups tactiques et leurs manipulations, je dirais non seulement scandaleuses à l'égard de l'ancien système qui a été le national-socialisme, hein, donc on sait pertinemment que la République fédérale allemande était une république fantoche qui n'a pas jugé les nazis pour la simple et bonne raison qu'une bonne partie ont été utilisés par les États capitalistes pour lutter contre le communisme, voire même le bloc de l'Est. Donc je voudrais prendre la défense à mon tour, puisque eux prennent l'attaque, moi je voudrais prendre la défense, et essayer d'extraire, effectivement, tout n'était pas à 100% positif, mais d'extraire le positif de ce que ceux-là, bien entendu, ont tout intérêt à cacher, puisque faisant vivre l'Allemagne dans son ensemble, dans une zone de deflation et, je dirais, d'économie de marché, donc ils ont tout intérêt à ne pas relever des informations capitales euh, de l'aspect positif de cette République démocratique allemande défunte. Donc voilà, je voudrais dire que déjà pour planter le décor, il faut savoir qu'il y a 60 ans, la République démocratique allemande, plus communément appelée DDR ou la RDA en français, était créée à partir de la zone d'occupation soviétique, hein. Je vais pas faire un petit rappel d'histoire, mais l'Allemagne était coupée en deux. Donc entre la partie de la présence soviétique et l'autre partie tripartite, c'est qu'à de le dire, entre les Américains, les Anglais et les Français. Donc cette Allemagne a été créée, je dirais, en réaction à l'introduction, et ça, pour ça je voudrais que les choses soient absolument claires. La République démocratique allemande n'a pas été, je dirais, la première à proclamer son indépendance. Ça a été par la réaction de la République fédérale allemande, hein, donc, qui a voulu bien entendu introduire une monnaie non seulement unilatérale, mais par la monnaie, vous voyez, on revient encore au même système. Quand vous adoptez les mêmes codes économiques, automatiquement, il s'en traduit les mêmes codes de pensée. Donc, comme je disais, hein, cette fameuse zone d'occupation en Allemagne est en réaction, bien entendu, à l'introduction d'une monnaie distincte dans les secteurs occidentaux. Et sans oublier, bien entendu, à la décision unilatérale de créer la République fédérale d'Allemagne, donc la République tripartite capitaliste néo-CIA et, n'ayons pas peur des mots, néo-nazi, puisque la dénazification n'a pas été complète en République fédérale allemande, et pour cause, hein. On peut parler de Barbie, on peut parler de beaucoup de gens comme, je dirais, Mengele et autres qui ont été utilisés un tant soit peu, qui ont été des abrutis utiles aux Américains afin de déloger les révolutions naissantes socialistes en Amérique latine, pour ne parler que de cela. Je ne parle pas des V1, des V2, je ne parle pas aussi de la recherche aérospatiale, parce que le sujet serait très vaste. Donc, bien entendu, cette République démocratique allemande a été dissoute en 1990, hein, quand le peuple a voté pour son rattachement à la République fédérale. Alors il faut savoir quelles ont été les conditions de manipulation des capitalistes pour faire accepter à cette population l'unification, ou l'unité, ou la consommation de la RDA par la RFA, hein, qu'on appelle la BDR. Alors, pour parler de la République démocratique allemande, le premier
gouvernement, pour faire un peu d'histoire, hein. Le premier gouvernement était composé d'individus dont le parcours personnel était marqué, bien entendu, par une opposition active au régime nazi. C'est pour ça que je trouve que c'est très insultant de faire des allusions, je dirais, malhonnêtes, mal placées, de comparer ce pays, cette petite nation, à la Gestapo ou je ne sais quel sobriquet qu'on a pu lui coller, alors que le plus souvent ceux qui en faisaient la propagande étaient les mêmes qui n'avons pas hésité à engager d'anciens nazis pour des raisons d'intérêt. Il ne faut pas oublier que nombre d'entre eux avaient passé des années dans des camps de concentration, en prison, voire même en exil. Quand le régime maudit d'Adolf Hitler s'est effondré, ils sont revenus, bien entendu, déterminés à construire une Allemagne plus démocratique, réfléchissant sur les erreurs passées, afin que ce genre de catastrophe ne revienne pas. Donc, un concept antifasciste à tous azimuts, une Allemagne qui a commencé dans la vie avec un grand désavantage, parce qu'il faut savoir que l'Allemagne de l'Est était une Allemagne très dévastée, en comparaison avec l'Allemagne de l'Ouest. Elle comprenait seulement un tiers du territoire allemand, hein, ça, pas, à ne pas le nier, donc 17 millions d'Allemands, comparément à 63 millions à l'Ouest. Et bien entendu, la conséquence, c'est que ce territoire était bien plus pauvre, n'ayant peu d'industries, aussi bien des industries lourdes que des industries du textile. Et pour finir, très peu de ressources naturelles. Alors je voudrais bien signaler pour ceux qui sont intéressés concernant la République démocratique allemande et que en tant que francophone, je voudrais un petit peu y apporter ma pierre angulaire puisque tous les travaux qui sont effectués, travaux de défense, sont effectués soit en espagnol, bien entendu en allemand, première langue, ce qui me semble évident, en russe, en espagnol, aussi étrange que ça puisse paraître. Beaucoup de travaux sont effectués par les Chiliens, puisque cette république a soutenu tous les opposants de Pinochet. La preuve en est, c'est que Erich Honecker, dans dans son extradition, a trouvé que le Chili, qui a su le reconnaître un temps comme étant le défenseur des dissidents au gouvernement, je dirais néo-CIA pinochéien, excusez-moi du terme. Enfin, ce que je voulais dire simplement, c'est que la RDA était probablement devenue la société la plus égalitaire d'Europe. À une heure, je dirais, du néoconservatisme, du libéralisme, de l'économie de marché. Bref, une heure où on essaye de nous vendre des préceptes et des concepts qui sont somme toute fascistes, puisque aujourd'hui ces néolibéraux n'hésitent pas à dire qu'il y a une hiérarchisation, il y a ceux qui sont assez intelligents et savent profiter du marché, il y a ceux qui finalement au fond, comme disait Voltaire, ce ne sont que des bêtes de somme et ils ne sont pas là pour penser mais pour suivre afin de travailler. À une ère où finalement, au fond, le national-socialisme a été réhabilité d'une façon économique, certainement pas d'une façon politique et idéologique, mais d'une façon économique. Je voudrais simplement dire que, pour laver un peu cet honneur qui a été oublié, la RDA a été, je dirais, une des plus grandes réalisations et a été également une société plus égalitaire.
Des mesures ont été prises, bien entendu, pour lutter contre les privilèges de classe, de genre, et pour offrir aux enfants de la classe ouvrière de véritables perspectives, tant dans le système éducatif que dans leur carrière professionnelle. Alors certes, certainement il y a eu des abus. Mais quelle société ne commet pas d'abus? Vous avez même des sociétés capitalistes qui a pour idéologie l'abus. Donc, vous voyez, regardez aujourd'hui, hein, j'ai pas besoin de faire de dessin là-dessus. Hein. Donc, je disais que par conséquent, la RDA était probablement devenue la société la plus égalitaire d'Europe, et l'égalité totale homme-femme, avec égalité de salaire, qui était, je dirais, consacrée dans la loi. Les différences de salaire entre les différents types de salariés étaient tellement minimes que même les cadres supérieurs ou les ministres pouvaient difficilement être qualifiés de riches selon les canons occidentaux. Étonnant, hein? Même en termes de logement, les différences économiques et de classe jouaient un rôle mineur. Dans toutes les régions, on trouvait une certaine mixité sociale de la cohabitation d'une population de cadres avec une population ouvrière. On n'avait pas essayé de jouer ce qu'on appelle la concurrence de classe. Alors je disais que l'absence de grandes différences de richesse et de privilèges de classe a créé une société plus solidaire, plus harmonieuse. Certains n'étaient pas prêts à accepter cet égalitarisme, bien entendu, et préféraient céder aux sirènes des plus gros salaires et des opportunités de carrière venues de l'Ouest, dont l'attrait restait fort, ce qui a mené à une hémorragie continue des travailleurs qualifiés et des cadres avant la construction du mur en 61. Est-ce que vous trouvez normal? Moi, c'est une question que je me pose. Parce que souvent, on parle des gens qui ont fui de l'autre côté. Certes, oui, voilà, certains ont été assassinés, n'ayons pas peur du mot. C'est du reste, lors du procès, ce qu'on reprochait aussi bien à Milke que Argon Krent ou même Eric Honecker, pour ceux qu'on a réussi à traîner devant les tribunaux. Certains ont même fait de la prison. Mais trouvez-vous normal que dans une société qui vous permet de faire des études dont l'enseignement est gratuit, de fuir dans un autre pays, dans une Allemagne qui est à l'opposé, qui elle par contre ne vous aurait pas donné cette chance, et vous allez lui apporter un savoir, savoir bien entendu qui a été fait, qui a été mis en place, dont vous avez profité, et ensuite vous partez donner ce savoir à une société qui n'a rien fait pour vous. Pire, si vous aviez été de la classe ouvrière, il n'est pas sûr que vous auriez pu aller dans les universités. Donc, je veux revenir au droit à l'éducation, au travail et au logement, qui sont des aspects, je dirais, fondamentaux, qui aujourd'hui, dans nos sociétés capitaleuses, sont, je vais vous dire la vérité, sont un luxe. Le droit à l'éducation, c'est un luxe. Quand on a fait de l'être humain des entités économiques, il est bien évident qu'il est très difficile pour ces entités économiques d'éduquer leurs enfants, puisque de toute façon, ils sont là pour travailler d'une façon attractive pour le système. Et on leur demande de plus en plus. Et bien évidemment, quand cette entité économique rentre chez elle, elle n'a pas le temps d'instruire ou d'éduquer son enfant. Et comme de l'autre côté, ils sont à la tête des gouvernements et répondent à des besoins d'actionnaires qui en veulent toujours plus dans la réduction des coûts, cela a des conséquences également sur l'instruction qui est dispensée dans les écoles du service public. Alors, pour revenir à la RDA, ce processus de socialisation commençait avec les crèches, continuait à l'école, ainsi que les lieux de travail et dans les HLM, donc les habitations à loyer modéré. Le gouvernement déclarait que ce sont les travailleurs qui produisaient les biens
dont la société avait besoin, qui devait être mis en avant dans la société et protégé. Ceux qui faisaient des travaux manuels pénibles, comme les mineurs, les métallurgistes, bénéficiaient de certains privilèges, ce qui était tout à fait évident. De meilleurs salaires et une meilleure couverture médicale que ceux qui exerçaient des métiers moins éprouvants ou dangereux, comme le travail dans les bureaux ou l'enseignement. On savait finalement aller aux prioritaires. Alors pour les avoir vus sur place, il y avait des centres médicaux sur les lieux de travail, des docteurs, des dentistes étaient affectés aux grandes usines et à certaines institutions. Nous avons à égale distance, vous avez aujourd'hui la Googleplex. Ça veut dire que ce qui avait été défini d'une façon étatique dans un pays, pour l'ensemble des individus, aujourd'hui est devenu un privilège de certaines boîtes ayant, je dirais, des ressources immenses. Vous appartenez à la Googleplex, vous bénéficiez d'avocats, de banquiers, de conseillers en fiscalité. Quand votre épouse est enceinte, tout est pris en charge, la nourriture est gratuite, vous avez une possibilité également de bénéficier de certains transports. Donc finalement, il faut appartenir à une élite où il faut être privilégié pour avoir ce genre de service. En fait, c'est quand on privatise le social qu'il est disponible qu'à certains. Alors pour en revenir à la RDA, les entreprises et syndicats étaient en grande partie responsables de la garantie des soins médicaux, aussi bien de l'organisation des loisirs, des mécanismes de garde d'enfants, de colonies de vacances, et même se devaient de trouver des solutions aux cas individuels de recherche et de logement. Je vous invite, si c'est ça qui est dommage, je vous invite à regarder certains petits documentaires de l'époque, de regarder comment fonctionnaient les usines et quels étaient les conseils mis en place quand un ouvrier avait des besoins tels que par exemple la maladie ou un accident de travail. Vous serez extrêmement surpris. Également, concernant l'immigration, les immigrés étaient respectés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le syndicat était propriétaire et gérait un grand nombre de maisons de retraite, de sanatoriums, de logements de vacances dont les travailleurs et leurs familles bénéficiaient pour une somme symbolique. Le système aidait les parents qui travaillaient à résoudre les problèmes de leur garde d'enfants pendant les vacances scolaires. Dans les années 80, près de 80% de la population pouvait partir en vacances d'une manière ou d'une autre, bien que dans la grande majorité des cas, ils le passèrent en RDA dans un centre de vacances à des prix dérisoires. Est-ce qu'aujourd'hui, cela existe? Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la chose, mais vous avez des enfants dans des zones, eh bien, c'est des zones prioritaires, c'est-à-dire des zones d'exclusion qui n'ont jamais vu la mer. Je ne sais pas si ça vous parle. Pour en revenir à la RDA, aucun travailleur ne pouvait être licencié, sauf bien entendu pour faute grave ou d'incompétence notoire. Toutefois, même dans ce cas-là, un autre travail lui était proposé, car cette société est soucieuse de ne pas, je dirais, exclure des individus, car cela tient, je dirais, d'une façon profonde de la nature idéologique du système, ce qui est à contrario du système libéral qui crée de plus en plus d'exclusion. Alors bien entendu, il y a un revers de médaille. Je ne suis pas en train de vous parler d'une société idyllique et paradisiaque. Je ne suis pas si, je dirais, si stupide et je ne vais pas faire de l'angélisme. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il y avait aussi un devoir social de travailler.
La RDA n'avait aucun système d'allocation chômage parce que le concept même de chômage n'existait pas. Je ne sais pas si vous voyez, si on peut imaginer entre un individu qui naît ici, il naît déjà avec le chômage. Un jeune enfant, il sait déjà qu'il y a des parents qui ne travaillent pas. Et donc, il bénéficie du chômage. Enfin, bénéficie du chômage. Donc là, on est dans le concept que le chômage n'existe pas. Non pas parce que le chômage n'existe pas, comme ils le font aujourd'hui, pour éviter de devenir impopulaire sur l'augmentation du chômage, on radie les gens des listes. Non, là on parle de chômage inexistant parce que l'État garantissait l'emploi. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que ça pouvait être pour un jeune occidental, ou du moins un jeune émanant d'une société, je dirais, capitaliste, euh, de voir à peu près ce genre de système. Soit ce sont des fous, soit c'est du baratin. Et non, c'était une réalité. Alors, pour savoir, c'est que la place centrale du salaire socialisé en RDA. Souvent, les gens se posent la question, quels sont les niveaux de rémunération, en général qui n'étaient pas très élevés si on les comparait aux standards européens. Et toujours pareil, on se compare à des grilles de gens qui sont privilégiés, et non pas à ceux qui sont oubliés. Mais tout le monde savait que les profits qu'ils avaient créés iraient dans le pot commun. Vous voyez, c'est la différence avec nous. Aujourd'hui, nous payons des dettes par rapport à un système qui a décidé d'emprunter à des individus, à du privé, et que bien entendu, le taux d'intérêt est tellement élevé que nous passons notre temps à rembourser le taux d'intérêt. Ce qu'il faut savoir, c'est quand il y a un pot commun, ce pot commun est utilisé pour améliorer la vie de tout le monde, donc réinjecter dans les écoles, les dispensaires, l'éducation, le sport, etc., etc. Et à ne pas en douter, euh, celle d'une poignée de patrons d'actionnaires qui empochaient cet excédent, comme je viens justement de l'expliquer assez, je dirais, rapidement. Mais la plupart des gens reconnaissaient que l'excédent qu'ils avaient créé contribuait finalement à augmenter ce que l'on appelait le salaire socialisé. Les aides de l'État, par exemple pour la nourriture, les vêtements, le logement, l'accès au transport pour un prix modique et les billets bon marché pour les activités culturelles, sportives et de loisirs, étaient légion. L'idée d'un salaire socialisé est un concept essentiel pour toute société qui se déclare égalitaire. Alors vous allez me dire, j'entends encore l'extrême droite, les racialistes, les néoconservateurs à l'identique, les libéraux. Comment ça, un salaire socialisé? Mais la société n'est pas égalitaire. Regardez la nature. Le lion consomme la gazelle. Il y a l'esprit de prédation. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'on vient nous comparer à, je dirais, à la société primitive. Parce qu'on veut justifier des réformes qui sont injustes, parce qu'il y aurait, je dirais, un précédent. Donc dans la nature humaine, euh, on nous compare aujourd'hui au règne animal. C'est-à-dire que quel désastre! Quel désastre! Ici gît la faune décimée par l'homme, cet animal doué de raison. Donc, aller vers une société plus juste, une société plus socialisée, plus égalitaire, est à mon sens une société qui s'approche plus de l'humanité. Comment pouvons-nous essayer de justifier cette injustice parce que nous avons à notre, je dirais, à notre propre portée les exemples dans la nature animale. Je sais pas si vous voyez la nature animale, c'est ce qu'il y a de très dangereux aussi également chez nous, la violence, la colère, la réaction. Donc je suis souvent étonné de voir les parallèles qu'il peut y avoir entre une certaine société néoconservatrice et certains préceptes qui ont été liés au fascisme. Enfin bon, passons.
Je disais que l'idée d'un salaire socialisé est un concept essentiel pour toute société qui se déclare égalitaire. Elle a contribué à assurer la mise en œuvre d'une plus grande égalité entre les sexes et à saper les privilèges et l'hégémonie de classe. Parce que c'est ça au fond finalement. C'est ça que nous sommes en train de crever aujourd'hui. Alors, bien que de nombreuses personnes vivaient alors dans des logements sociaux au loyer modéré, une minorité non négligeable était propriétaire de leur propre maison, certains construisaient même leur propre maison. Les loyers n'ont pratiquement pas bougé dans toute l'histoire de la RDA. Vous trouvez une société dont les loyers ne sont pas en flammes, où il n'y a pas de la spéculation immobilière. Donc, aucun loyer n'ont bougé depuis toute l'histoire de la RDA, soit une quarantaine d'années. Et personne ne pouvait être expulsé de sa maison. Vous voyez? Alors que là, on sait pertinemment qu'il y a des lois, on ne peut pas les expulser parce que c'est l'hiver, mais après, quand l'été arrive, c'est la porte. Manu militari, que ce soit des individus seuls ou accompagnés de familles. Alors je peux même l'attester, il n'y avait pas de SDF, et ni de peur de le devenir, puisqu'aujourd'hui on sait pertinemment que le chantage au SDF est devenu non seulement récurrent, mais reste une arme dans les mains de ces oligarques qui, bien entendu, à raison de subventions, se sont payés la plupart des médias, qui font aujourd'hui que les médias obéissent, je dirais, à leur concept. Alors parlez beaucoup de SDF. Ça tétanisera les salariés et ça les maintiendra en respect. Et ils accepteront toutes les règles économiques que nous leur imposerons sous prétexte de ne pas perdre leur emploi. Alors, il faut savoir que quand un système socialiste et économique public rimait avec grande puissance économique, dans un pays avec peu de ressources naturelles et une industrie sous-développée et dévastée par la Seconde Guerre mondiale, ayant subi tous les bombardements possibles et imaginables, la RDA s'est relevée au point de devenir la 5e économie européenne et d'entrer dans le top 10 mondial. On n'entend pas parler de ce genre de choses. L'économie est-allemande était caractérisée par la planification centralisée. Cela permettait au gouvernement de planifier la croissance, de fixer des priorités et de déterminer les secteurs dans lesquels investir. Mais cette planification avait comme inconvénient de devenir à grande échelle trop rigide et trop lourd. Quel est le système qui n'a pas de faille? Cependant, un élément essentiel qui a freiné le développement de l'économie est-allemande était le boycott inflexible imposé par les gouvernements occidentaux, empêchant l'exportation de technologies de pointe. Le chantage à la sanction, ça n'a pas changé. C'est comme ça que l'on produit exactement le même, je dirais, le même exercice à l'égard des pays qui ne sont jugés hostiles. Ça n'a pas vraiment changé. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 90% des actifs en RDA étaient détenus par le peuple, sous la forme des VEB, ce qu'on peut appeler des entreprises publiques. En revanche, l'Allemagne fédérale, à peine 10% des ménages concentraient 42% de la richesse, alors que 50% des ménages détenaient 4,5% de la richesse nationale. Vous voyez la comparaison? Maintenant, je comprends que tous les médias allemands à l'unisson ont besoin, encore aujourd'hui, de caricaturer la RDA et d'appuyer sur sa police politique, la Stasi, le mur, le passage des gens à travers le mur, en faisant oublier finalement toutes ces réalités. Et ce qui est assez étonnant, c'est de voir comment aujourd'hui la majeure partie des gens de l'Est sont nostalgiques. Non pas nostalgiques
je dirais, des représentants, mais nostalgiques du système en lui-même, dont ils bénéficiaient au quotidien. Revenons également au système des coopératives agricoles comme réponse à la question paysanne et rurale en RDA. Après la guerre, les grands domaines appartenant à l'ancienne aristocratie foncière, les Junkers, ou Junker en allemand, ont été démantelés. 500 grands domaines ont été expropriés et transformés en coopératives ou en fermes d'État. Et de milliers d'hectares ont été redistribués à près de 500 000 fermiers, travailleurs agricoles et réfugiés. Plus tard, le gouvernement a encouragé, parfois choyé, les fermiers afin de les pousser à rejoindre les fermes coopératives. Mais les fermiers ont conservé les droits de propriété sur leurs terres. En 1960, près de 85% des terres arables étaient incorporées aux coopératives agricoles. En 1989, il y avait 3 844 coopératives agricoles et elles étaient une des principales réalisations de la RDA, se révélant être efficaces et une meilleure option pour les travailleurs eux-mêmes. Pour la première fois dans l'histoire, les travailleurs agricoles ont été libérés du travail de 24 heures sur 24 pour un salaire de subsistance. Avec les coopératives agricoles gérées sur une base industrielle, les travailleurs ont pu bénéficier d'horaires de travail fixes, de systèmes de travail en rotation, de congés, de crèches pour leurs enfants, de séances de formation et de cantines d'entreprise. Tout cela, sans aucun doute, contribuer à l'enrayement, ce que j'appelle, du phénomène d'exode rural, voire d'une extrême promiscuité, voire une pauvreté certaine. Vous voyez que, encore une fois, le système capitaliste nous ment. Il refait l'histoire. Alors, parlons d'un sujet qui peut être, je dirais, irritable ou irritant pour certains. La réalisation, je dirais, dans les faits, de la pleine égalité homme-femme. Certains, justement, ont établi en faire en sorte que la parité et la concurrence entre l'homme et la femme. Et que si la femme bénéficie du droit à l'identique de l'homme, elle le remplacera. C'est un peu notre problème que nous avons dans nos sociétés. Alors pour la première fois en Allemagne de l'Est bien entendu, République démocratique allemande, les femmes jouissaient d'une égalité de droit pleine et entière avec les hommes, que ce soit dans les sphères privées que sur le lieu de travail. On leur a donné les moyens et les opportunités de pouvoir développer leur personnalité et d'avoir une carrière au-delà ou en opposition à leur rôle traditionnel dans le foyer comme femme, mère et sœur. Près de 91% des femmes entre 16 et 60 ans. Aujourd'hui, des études sont faites sérieuses par des universités, dont l'université de München ou de Cologne, qui avouent ouvertement que la société de la RDA était plus juste à l'égard des femmes et dont la société capitaliste de la République fédérale allemande a encore énormément de route à faire concernant la parité. Alors je disais que 91% de femmes entre 16 et 60 ans étaient sur le marché du travail. La plupart des femmes voyaient dans le succès professionnel le principal critère de réussite dans les proportions équivalentes de ce que l'on pouvait rencontrer chez les hommes. Puisque le système garantissait également le droit à la famille. Comparément aujourd'hui où la femme, si elle travaille, c'est au détriment de la famille. Alors près de 88% de l'ensemble de la population adulte féminine travaillait et 8,5% suivaient des études à temps plein. La majorité de la main-d'œuvre était également hautement qualifiée, seuls 6% des femmes n'avaient pas du tout de qualification, tandis qu'en Allemagne fédérale, ce taux s'élevait à 24%. Bravo à la société capitaliste. Alors, malgré ces chiffres, à la direction du gouvernement et du parti, le patriarcat continuait à sévir, bien entendu. Tradition à la dent longue. Nous en arrivons maintenant, je dirais,
au concept extérieur de ce que, également idéologiquement, par solidarité, la République démocratique allemande n'était pas en reste. L'internationalisme et soutien aux luttes d'émancipation, les faits d'armes de la RDA en termes d'internationalisme sont exemplaires. Elle a pris au sérieux les idées de solidarité avec les nations en lutte. Ce qui est complètement différent sur un théâtre d'opération où il considérait les nations en devenir comme des nations égales. Elle a envoyé des docteurs et du personnel médical au front, au Vietnam, au Mozambique, en Algérie, en Angola. Et la liste serait très longue. Elle a apporté un soutien militaire, éducatif et logistique à de nombreux pays, qui le plus souvent s'émancipaient de la botte coloniale de pays capitalistes. Elle a aussi donné à de nombreux étudiants étrangers, luttant pour s'émanciper de l'héritage colonial, la possibilité de se former et de s'éduquer en RDA. Bien sûr, la RDA avait un certain nombre de graves lacunes en ce qui concerne les droits individuels et son caractère démocratique laissait grandement à désirer. Bon. Maintenant, je vous dis encore, il n'y a pas de système idéal. Le système que nous vivons aujourd'hui est un système satanique, manipulateur, qui tourne en dérision le bien et qui promotionne dans l'obscurité le mal et qui, aux yeux de la population, prétend le contraire. Alors encore une fois, insister uniquement sur ces aspects comme les médias dominants l'ont fait en Occident ou le font en Allemagne de façon permanente, c'est d'ignorer, je dirais, ces réalisations bien réelles. Depuis sa disparition, de nombreuses personnes sont venues à reconnaître et à regretter ces véritables acquis sociaux dont ils bénéficiaient et étaient cassés tout bonnement. Malheureusement, l'effondrement de la RDA et du socialisme d'État en 1989 s'est déroulé juste avant l'effondrement du système occidental, tant loué de libre marché. Alors voilà, je voulais un petit peu remettre les pendules à l'heure, car je vois que la presse allemande se déchaîne suite à l'anniversaire de l'effondrement du mur. C'était ma modeste contribution pour remettre les pendules à l'heure. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit avec vous, mes sœurs et mes frères dans l'humanité.